14 septembre 2001, 14 septembre 2018, Sport FM, votre radio, souffle aujourd'hui 17 bougies. Quel bonheur d'être ensemble, quel immense plaisir de vous savoir nombreux à nous faire confiance durant toutes ces années. Au sommaire de ce nouveau numéro de Plateau Foot Europe, la Ligue des Nations bénéfique à l'Espagne, large dominateur de la Croatie, finaliste du dernier mondial. Ça passe aussi pour le Portugal devant une sélection d'Italie dans la tourmente. Diagnostic d'une nationale est plongé dans le doute. Fernando Mendes Rivero réclame 86 millions d'euros à la FIFA pour avoir inventé la VAR. Nous parlons de tous ces sujets dans la première partie. La deuxième ouvre la fenêtre des majeurs programmée cette fin de semaine après la trêve internationale. Liverpool s'offre un gros texte en première ligue sur la pelouse de Tottenham. Séville, Retafe, Bilbao, Real Madrid en Liga, Sassuolo. La surprise du début de saison se rend à Turin pour y défier le leader, la Juve en Serie A italienne. Le débat des spécialistes s'intéresse au cas Jean-Kévin Augustin qui a refusé une convocation chez les Bleus Espoirs. Une décision qui met la Fédération française de football en courroux, portant l'affaire devant la commission de discipline de la FIFA. L'équipe est bien en place pour décrypter tous ces sujets. Ezekiel Ayataï, bonjour Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va, très blanc bien. Ce matin. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Juste à votre gauche, c'est Armel Waba. Hello. Bonjour Angelo. How are you today? Good, I'm good. En pleine forme, hein? Très en forme. Justement, on va également saluer Sa Majesté Fifi Assobabi. Salut Fifi. Salut Angelo. Je salue les spécialistes et les auditrices et auditeurs de cette émission. Et à votre gauche, on ne le présente plus, mais on va le faire quand même, c'est Roméo Yetor, le patron de la Liga espagnole. Salut Roméo. Bonjour Angelo, hola a todos. Ah oui, et justement, c'est une belle journée aujourd'hui pour Sport FM parce que nous fêtons 17 ans d'existence. Ouais. Roméo? Ouais, 17 ans comme le dorsard d'un joueur. Ça vous l'a déjà beaucoup. Ah oui, justement. Le seul à avoir marqué un but du Congo en Coupe du Monde. Donc, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Donc 17 ans, joyeux anniversaire à tous, voilà. Oui, Fifi? 17 ans, c'est beaucoup, hein. Oui. C'est pratiquement l'âge de la majorité. Là. Vraiment, vraiment. Voilà, donc félicitations à Radio Sport FM et bonne fête. Armel Waba? Oui, une belle radio que moi j'ai découvert à travers un ami. Oui. Et aussi cette émission-là. Voilà. Ensuite, je pense que nous sommes mariés hein, parce que cette radio aime le sport. Intéressant. J'aime également le sport, donc les fiançailles ont été évidentes. Ah oui. Voilà, après la chance, l'honneur de côtoyer les gens qui sont ici. Ouais. C'est voilà. pour la vie, hein. C'est pour la vie. Comme dirait quelqu'un, c'est pour la vida. Forever. Ezekiel? Moi, je vais vous inviter à chanter. Allons-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sport FM, joyeux anniversaire. Si on le faisait dans les autres langues. Allons-y, Roméo. Joyeux Il y a anniversaire. l'italien, il y a l'espagnol. Pardon, ça arrête à l'anglais. Il y a même le chinois. Hein. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit, hein, tout est dit. Bonne fête à nous tous. Vraiment, bonne fête à nous tous. On continue après. Oui, hein, à la fin. Ça va continuer après dans les coulisses de la radio et vous, auditeurs, vous êtes invités. La mise en onde de cette émission est signée Anas PM, micro Angelo Folique, Plateau Foot Europe 503. Joyeux anniversaire à tous. On va s'intéresser d'abord à cette Ligue des Nations qui a connu la deuxième journée le week-end écoulé, mais il y a même quelques matchs en semaine. On va s'intéresser au match du Portugal face à l'Italie, Fifi. Le Portugal sans Cristiano Ronaldo qui a battu une Italie sans âme. Oui, le problème de l'Italie, il est là. Oui. Puisque depuis un moment, on sait que l'Italie n'arrive plus à impressionner. C'est vrai que l'Italie a un nom par le passé, mais aujourd'hui, ce nom n'existe pratiquement plus. La preuve, l'Italie n'était pas à la dernière Coupe du Monde. Oui. Et à la surprise générale, même les barrages face, je crois, à la Suède, l'Italie a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc ce sont ces problèmes qui continuent. Même l'arrivée de Mancini n'a rien changé. Maintenant, l'Italie doit maintenant chercher à se reconstruire. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça peut-être prend un peu de temps. Mais je crois que dans l'avenir, l'Italie va y arriver. On parlait même du championnat italien qui
Et aujourd'hui, ce sont les étrangers qui font plus le championnat. Quand vous prenez aujourd'hui la Juve, on parle de Dybala, on parle de Matuidi, on parle de Cristiano Ronaldo, voilà, on parle de Mandzukic. Voilà, donc quand vous prenez même les autres équipes qui font de belles choses en Italie, c'est plus les étrangers, on ne voit pas les Italiens. C'est le problème aujourd'hui. Mais je crois que l'Italie doit revoir sa politique, la fédération et tout. Ils doivent revoir leur politique et se demander qu'est-ce qu'il faut maintenant pour relever le niveau du championnat, d'abord à la base au niveau de l'Italie, même avant de penser à l'équipe nationale. Sinon, je crois que c'est un problème qui va perdurer un peu. Roméo, le football italien va mal, il y a des coachs de renom, Ancelotti, Allegri, Conte, Sarri, mais on a l'impression que tous ces coachs-là refusent de coacher la sélection. Bon nombre de coachs n'aiment pas trop prendre les équipes, leur sélection nationale. Quand vous prenez José Mourinho, il a carrément dit non au Portugal. Peut-être qu'ils savent un peu la pression au niveau de ces équipes-là. Oui. En ce qui concerne l'Italie, je crois que les Italiens n'ont pas encore digéré cette absence à la dernière Coupe du Monde. C'est une grande première pour l'Italie qui manque une Coupe du Monde. Ça n'arrive pas très souvent. Oui. Et je pense que ça agit négativement sur la prestation de cette sélection. On sait que c'est une équipe vieillissante qu'il faut renouveler. Or, la politique italienne n'est pas en tant que telle mise sur l'équipe des jeunes. Quand vous prenez la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne, ce sont des sélections qui misent beaucoup sur les jeunes. Et ces jeunes-là, quand on a besoin d'eux en sélection A, eh bien, ils répondent favorablement. Je crois que les Italiens aussi doivent commencer par adopter cette politique, avoir des équipes, des jeunes, pratiquement toutes les catégories, ça existe, sauf qu'on ne met pas l'accent en tant que tel sur ces jeunes-là. Et quand vous regardez un peu le championnat italien, rares sont les jeunes italiens même qui jouent dans des championnats. On fait beaucoup plus, on donne beaucoup plus de la valeur aux joueurs qui ont beaucoup de maturité, des joueurs qui ont fait des preuves ailleurs, qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont ces joueurs-là qui animent la Serie A italienne. Je crois qu'il va falloir que les Italiens prennent à bras le corps ce problème et permettent justement à la sélection nationale de pouvoir se reconstruire rapidement, parce que l'Italie, quoi qu'on dise, c'est une grande nation de football. Ah oui, Ezekiel, à part ce que Fifi et Roméo ont relevé, quel est l'autre malaise de la nationale aujourd'hui? Aujourd'hui, on dira d'abord que l'Italie est un chantier, mais les travaux n'avancent pas très vite. Voilà. Et Montini, il est là, on lui fait confiance, mais il peine toujours à trouver une identité tactique à cette équipe italienne. On sait que depuis qu'il est arrivé, il est passé en 4-2-4. Ce qui fait perdre le peu d'automatisme qui reste à cette équipe italienne. C'est assez curieux. Oui, d'autant plus que plusieurs joueurs n'évoluent pas à leur poste de base. Donc ça dérange énormément cette équipe. Il ressemble à quelqu'un. Oui, on a vu l'Italie jouer la dernière fois face au Portugal. Pas de jeu. Même face à la Pologne, il n'y avait rien. Oui, pas de jeu, pas d'idée, pas de personnalité. Donc c'est un peu dérangeant pour cette équipe qui est en reconstruction. Et après ce match, la presse italienne n'a pas du tout été tendre avec Montini et même avec l'équipe, puisque selon la Gazzetta dello Sport, nous sommes tombés bas. Peut-on lire dans cette presse? Ça veut dire que les Italiens ne sont pas fiers de leur équipe. La Squadra Azzurra, je pense, continue de creuser un trou dans lequel elle s'enterre. C'est vraiment dommage pour cette équipe. Une seule certitude dans cette équipe italienne, c'est Gianluigi Donnarumma qui encore... Il est le gardien. Oui, qui encore une fois face au Portugal a encore sorti un grand jeu. Et l'ensemble de la presse italienne a salué la prestation de ce jeune gardien, mais tout le reste, c'était très décevant. Et tout le reste, on va parler notamment de l'attaque, parce que sur les 12 derniers buts inscrits par cette nationale, ces 12 buts ont été marqués par 12 buteurs différents. On a un réel problème d'attaquants, même si on a des Balotelli, des Belotti, des Ciro Immobile. En 2006, moi, je pouvais vous citer, les yeux fermés, le 11 de départ de la Nationale. Cannavaro, Buffon, Grosso à Pirlo, gauche, Zambrotta à droite. Mais aujourd'hui, je pense qu'à part, comme l'a dit Ezekiel,
Bonaventura, c'est Donnarumma. ça Donnarumma plutôt, le gardien de l'AC Milan. Et à part Chiellini et Bonucci en défense, je suis incapable de vous citer les joueurs italiens parce qu'ils sont méconnus tout simplement. La dernière fois, j'ai vu Mancini aligner une équipe avec des joueurs que je n'ai jamais vus, dont je n'ai jamais entendu parler. Ça veut dire que l'Italie curieusement, a un gros problème de réservoir. Alors que l'Italie fait partie de ces nations-là, de ces 5 nations au monde, hein, le Brésil, l'Allemagne, la France, qui ne manquent jamais de joueurs. Et depuis un temps déjà, les Italiens peinent dans ce domaine. C'est tout simplement triste quand aujourd'hui on vous dit que le meilleur joueur, sinon le meilleur attaquant italien, c'est Simone Zaza qui à une époque jouait à Sassuolo. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Où sont passés ceux qui sont supposés remplacer les Del Piero, les Alessandro, je ne sais pas. Les Pippo Inzaghi. Voilà, les Pippo Inzaghi. Tous ces joueurs-là, l'Italie n'a pas su faire la relève et ça, c'est à la fois inquiétant et très curieux. Moi, je ne me l'explique pas parce que l'Italie, c'est quand même pas une petite nation du football. C'est une très, très grande nation du football. Elle ne devrait pas avoir ce problème, mais elle l'a. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il va falloir maintenant repenser les choses. Sinon, les bons sélectionneurs, les bons coachs, les bons techniciens, l'Italie en a. Et donc, il faut maintenant trouver une ossature à cette équipe-là. Même Verratti n'est pas considéré comme un grand en Italie. C'est curieux. Ça veut dire que le mal, il est très, très profond. Et l'Italie est sans victoire en match officiel depuis octobre 2017. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et Arrigo Sacchi, l'ancien grand légendaire entraîneur de Milan, c'est qui rejoint Fifi en disant donnons du temps à Roberto Mancini, il va nous faire des miracles. On verra tout ça. On va s'intéresser à la large victoire de l'Espagne, 6-0 face à la Croatie. Dernier finaliste du mondial. C'était la balade espagnole face à la Croatie. Oui, moi je m'attendais à un match assez disputé entre les deux nations. Quand on sait que la Croatie a disputé la finale de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, face à l'Espagne, a éliminé donc en 8e de finale. On se dit que voilà, il y aura match. Malheureusement, la Croatie n'a pas été à la hauteur de la Roja. On a vu une équipe espagnole complètement transcendée qui ne sait pas véritablement, qui n'a pas rencontré assez de difficultés devant, et ça a été une promenade de santé pour les Espagnols. Je sais que partout où la Croatie va passer cette année, ça va être compliqué. Quand vous prenez les 4 meilleures équipes lors du dernier mondial, l'Espagne a déjà gagné l'Angleterre, 1-0. Ça veut dire tout simplement que les Espagnols veulent tout simplement prouver aux gens que ce mondial raté a été un faux pas pour l'équipe espagnole, que cette équipe désormais est en train de revenir et peut-être que c'est la nouvelle ère qui est sonnée du côté de l'Espagne, enchaîner les compétitions, enchaîner les victoires et rêver pourquoi pas aligner une nouvelle finale en Euro, en Coupe du Monde comme ils l'ont fait par le passé. Donc cette équipe espagnole a été vraiment impressionnante face à la Croatie décevante. Moi, je veux bien croire que ce n'est qu'un faux pas de la Croatie parce que... un très gros faux pas. Vous êtes inquiète? 6-0. Oui, c'est pourquoi je dis je veux bien croire parce que il y a raison d'être inquiète là parce que... Bon, pas un faux pas, mais une chute. Lors de leur première sortie, ils ont gagné les Croates. C'était face à au Portugal. C'était en amical. C'était un match partout. Bon, là, je ne sais pas comment expliquer. La fatigue? Peut-être la fatigue, mais là, les Espagnols aussi ont joué une Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils n'étaient pas en finale, mais tout le monde a repris. Avec de très bons joueurs comme Asensio et tous les autres. Et tous les autres, ils ont repris le championnat. C'est tout comme les autres. Mais quand même si c'est la fatigue, 6-0, c'est trop. C'est trop. Et je n'arrive pas à l'expliquer, franchement. Mais est-ce que c'est trop? On va ouvrir une autre parenthèse. Je l'ai dit la dernière fois que l'Espagne, c'est vrai, a fait une piteuse Coupe du Monde, mais je pense que peut-être Lopetegui aurait été là, on aurait vu une autre équipe d'Espagne. Voilà, donc le nouvel entraîneur, Luis Enrique, il connaît assez bien ses joueurs, il
il a pris le temps de mettre sur pied une équipe solide, c'est-à-dire il a rodé cette équipe-là. Donc la dernière fois à la fin du match, il a eu du mal à féliciter un joueur et laisser l'autre. Donc finalement, il a félicité tout le monde. Je pense que c'est une équipe qui s'est montrée très solide. Oui. L'Espagne a retrouvé de l'allant, on doit dire, et les jeunes ont pris tous des jeunes. Voilà, ont pris le pouvoir, notamment Asensio, qui a été étincelant dans ce match. Oui. Isco qui devient peu à peu le patron de ce milieu de terrain. Donc je crois que l'Espagne a montré tout simplement qu'elle reste une grande de l'Europe. Oui. Et la Croatie, malheureusement, dans ce match, a été abandonnée par son couloir gauche avec la sortie sur blessure de Siné Salko. Voilà. Oui. Donc, et puis malheureusement, cette équipe n'a pas été aidée par Luka Modric et Ivan Rakitic, tous deux fantomatiques dans ce match. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive, c'est un jour sans. Voilà. Et je pense que les Croates n'ont visiblement pas encore digéré leur défaite de la finale. Et la Furia Rora n'a fait que remuer un peu le couteau dans la plaie. La Furia Rora était en furie, tout simplement. On va s'intéresser à un autre dossier. Là, il s'agit de Fernando Mendes Rivero. C'est un Bolivien de 63 ans qui réclame 86 millions d'euros à la FIFA, l'équivalent de plus de 56 milliards de francs CFA. Armel, il dit avoir inventé la VAR. Ah oui, ce sont ces mots. Vous avez eu vent de ce dossier, Oui, bien sûr, ce sont ces mots. C'est un ingénieur de 63 ans qui dit avoir inventé la VAR suite à une remarque qu'il a faite lorsque la Bolivie a livré un match en 2004. Et donc, son pays a été triché, entre guillemets. Et donc, lui, il voulait faire la justice. Il voulait établir justice. Du coup, il a fait la proposition à la FIFA, à l'époque dirigée par Texiera. Oui. Mais il s'est fait balader, voilà. Mais il était étonné de voir que finalement la FIFA adopte son système, sa création. Du coup, le droit d'auteur s'imposant, il réclame 86 millions d'euros. Mais moi, je me suis quand même intéressé à ces déclarations. Oui. Il dit, je ne suis qu'une puce face à un éléphant. Voilà. Je n'ai pas... Il y a déjà un déséquilibre total. Il y a déjà un déséquilibre. Lui-même, il le sait maintenant. Comment est-ce que la FIFA va gérer ce dossier-là? Est-ce qu'on va essayer de régler les choses à l'amiable si vraiment on estime qu'il est l'inventeur de cette technologie? Oui. Je pense que quand même, il a raison. Parce que toute personne qui crée, qui fait une création intellectuelle doit vivre de sa création. Et donc, il est dans son droit. Mais il se doit maintenant d'être supporté. C'est l'autre point. Parce qu'il est très petit, très petit devant la FIFA s'il veut porter cette affaire loin. Donc, à nous peut-être de le supporter. Fifi, vous voudrez réagir par rapport à... Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Bon, il dit avoir quand même approché la FIFA en 2004. Avec des preuves à l'appui. Sauf que l'instance mondiale n'a jamais répondu à son appel du pied. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la VAR est qu'en face il a eu un interlocuteur? C'est là aussi la question. Oui, si on dit aujourd'hui, bon, tu as envoyé quelque chose, nous on n'a jamais vu. Bon, voilà, c'est comme vient de le dire Ahmed tout à l'heure, c'est un petit devant un grand. Ce sera compliqué. Maintenant, il peut mener cette lutte-là avec l'aide de la presse. Et puis la le soutien de son président. Ça peut marcher également avec le soutien de son président. Et si réellement la FIFA aussi s'est basée sur ce que le monsieur a envoyé pour aujourd'hui introduire cette technologie-là dans le football, la FIFA a de l'argent. La FIFA, c'est une institution immense, extrêmement riche et qui, en principe, si c'est réellement c'est vérifié, doit pouvoir soulager le monsieur. Et puis il a dit tout simplement que l'argent qu'il aura à prendre ne va pas seulement lui servir personnellement, qu'il va également le donner à des œuvres caritatives, aux évangélistes, pour pouvoir raconter l'œuvre de Jésus-Christ. C'est de la com. Je crois que pour l'instant, c'est sa réaction, c'est sa sortie. On attend également la sortie de la FIFA, si exactement la FIFA a connaissance d'un tel dossier, puisque depuis 2004, il dit qu'il a même un brevet là-dessus. Le monsieur ne peut pas mentir. C'est vrai que peut-être il a déposé un tel dossier sur la table de la FIFA. Est-ce que la FIFA a véritablement reçu ce dossier? Il a également dit qu'il était en contact avec l'ancien président de la Fédération brésilienne de football. C'est lui qui l'a épaulé dans cette histoire-là. On verra bien ce que la FIFA va dire. Maintenant, vous savez, il y a toujours un père
le toute football, invention. on dit que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Oui. Ce système ne peut pas être introduit comme ça, sans avoir une idée à la base. Peut-être qu'on s'est basé sur le travail qu'il a fait. Là, c'est une, on va dire, un vol intellectuel si Oui, jamais c'est ça. ce projet appartenait à ce Bolivien. Donc, la FIFA doit forcément dédommager ou soit récompenser le monsieur, puisque aujourd'hui, on voit tout le bien que ce système apporte au football, même si certains ne sont pas d'accord avec la VAR. Mais la VAR a sauvé pas mal de situations. Mais moi, il y a une question que je me pose. Hein. Est-ce que la technologie sur laquelle est basée la VAR aujourd'hui, elle était, elle existait en 2004? Non, Voilà. mais il a dit Non. qu'il a dû mettre L'idée- en place une Une logistique, idée. Voilà. une idée avec D'accord. quoi, 6 six caméras, caméras, voilà, D'accord. des dispositifs audio et C'est ça. vidéo. D'accord. Pour Ezekiel, pouvoir, vous voulez- Non, mais moi, je pense qu'on attend la réaction de la FIFA. Tout D'accord. partira de là, De là. puisque il a fait sa sortie. Maintenant, c'est à la FIFA de réagir, de reconnaître ou pas les propos de ce monsieur. Oui. Donc, je pense que si c'est le cas, naturellement, la FIFA devrait quand même le récompenser. Récompensé. À juste titre. Voilà, à juste titre. Fernando Mendes Rivero. On suivra ce dossier de très très près. C'est beaucoup, hein. Ben, à 103 ans. Vous savez que c'est quoi, plus de 5 millions 56 de milliards. dollars. C'est Ouais. beaucoup d'argent. C'est beaucoup Ah oui, d'argent. ça vous fait tourner la tête, Roméo. Je vais inventer un système Ah oui, pourquoi pas. pour la FTF. Pour la La FTF. FTF. Fini pour la Tu seras première récompensé partie. à hauteur de 50 000. 50 000 ou 52 000. C'est le plafond. Vous êtes extraordinaire, tout simplement. Fini pour la première partie. On ouvre la deuxième avec les majeurs. English Premier League News. Et nous parlons de la première ligue anglaise qui est de retour après la trêve internationale. Oui, Liverpool, le leader de ce championnat, oui, s'attaque à un gros Tottenham. Oui, Tottenham qui va recevoir à Wembley demain à 11h30 GMT. Oui. Cette équipe de Liverpool qui est tout simplement souveraine en début de saison, on le rappelle. Oui. 4 matchs, 4 victoires et surtout un homme en forme, le Sénégalais Sadio Mané. A contrario, c'est une équipe de Tottenham qui souffle le chaud, le froid. Oui. On se souvient que les Spurs ont donné une gifle à José Mourinho, mais par la suite ont été défaits par une modeste Watford, équipe de Watford. Donc ça veut dire que les hommes de Mauricio Pochettino ne sont pas totalement sereins. Oui. En tout cas, de toutes les façons, c'est une très belle affiche entre deux équipes, deux ordres du championnat anglais. Omo, Fifi, sur cette affiche Liverpool-Tottenham, vous voyez qui gagnait dans cette partie? Liverpool, en tout cas, depuis le début de la saison, ce que Liverpool est en train de montrer sur le terrain, c'est clair que dans cette rencontre, Liverpool part avec la faveur des pronostics. Maintenant, souvent on dit un match de football reste un match de football, c'est 90 minutes. Et Ahmed vient de le dire tout à l'heure. Tottenham a battu Manchester United 3-0 par la suite. Il a été battu par Watford. Donc, dans un moment, tout peut arriver. Mais sur le papier, pour moi, Liverpool, vu tout ce que Liverpool est en train de faire depuis le début de la saison, part avec les faveurs des pronostics. Ezekiel, Tottenham va évoluer avec 100 Hugo Lloris. Un déficit pour les Spurs. Oui, c'est clair. C'est un joueur, un gardien qui apporte beaucoup à cette équipe ou aux Spurs, j'allais dire. Il est blessé, hein? Mais il est blessé, même sanctionné par... Justement, pour avoir beaucoup bu. Il passe des moments difficiles, tout simplement. Mais je pense que Liverpool part avec la faveur des pronostics. Mais attention aux Spurs qui, dans le jeu, on sent que c'est une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui peut quand même gagner cette bataille du milieu de terrain et faire mal à Liverpool. Donc je pense que moi je donne peut-être du 52-48, même si Liverpool part avec la faveur des pronostics. Souvent dans les gros matchs, Tottenham est toujours présent en première ligue anglaise. Donc attention à cette équipe de Tottenham. Armel, les autres affiches de cette 5e journée. Oui, les autres affiches, Leicester, justement battu par Liverpool récemment, se déplace à Bournemouth. Chelsea reçoit les Gallois de Cardiff, Huddersfield.
United du Béninois Steve Meunier reçoit Crystal Palace. Il était à Lomé il y a quelque temps. Manchester City reçoit Fulham de notre cher compatriote Floyd Haïté. Belle affiche également qui va entre... probablement jouer, qui Oui, va sûrement. peut-être être Oui, sur la fête. peut-être pour une première fois cette saison. Newcastle United, belle affiche entre les Magpies et puis Arsenal qui est en déplacement. Watford justement, qui a battu Tottenham. Tottenham qui a battu Manchester United. Eh bien, Watford et Manchester United se retrouvent. Occasion peut-être pour José Mourinho de dire merci à Watford. Lundi, la Première Ligue ferme ses portes, on va dire, avec le match Southampton-Brighton. Thank you very much, Mr. Armel Waba. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous parlons de la Liga espagnole, la Jornada 4 avec Séville qui reçoit Retafe de Jenda Konam, Roméo. Oui, mais tout commence aujourd'hui avec l'entrée. En tout cas, le plan n'est pas trop résistant Des aujourd'hui. Des promus contre Rayo Vallecano. Oui. Et puis, le plan de résistance, c'est demain samedi avec tout d'abord Atlético Madrid contre Eibar. Atlético qui connaît un début de saison mitigé. Une victoire, un nul, une défaite. Ça ne marche pas trop fort pour les Colchoneros. Oui. Nous allons suivre vraiment de près cette opposition entre Real Sociedad et FC Barcelone. Ah oui, très important. Très important. Parce que c'est des matchs souvent pièges pour les Catalans. Pour les Catalans qui n'arrivent pas à se défaire facilement de la Real Sociedad. On verra bien le visage du FC Barcelone après avoir passé donc 8-2 à une équipe. Merci de le préciser. FC Séville contre FC Valence contre Betis Séville, un match aussi intéressant. Athletic Bilbao contre Real Madrid. Athletic Bilbao curieusement 6e avec 2 matchs seulement joués. Je crois que cette équipe va essayer de poser de problèmes au Real Madrid, mais Real Madrid aujourd'hui n'est pas une équipe qui souffre trop du départ de Cristiano Ronaldo. Il y a les autres qui sont là pour combler le trou, surtout avec l'arrivée de Diaz, qui a pris le numéro 7. Quelle audace! On verra bien s'il sera aligné contre cette formation de l'Athletic Bilbao. Dimanche, on aura également les Leganés Villarreal, Espagnol Barcelone contre Levante, Real Valladolid contre Alaves, FC Séville contre Retafe de Jenda Konam. Après avoir pris son trophée de meilleur joueur, double trophée. Voilà, meilleur joueur à l'étranger, décerné par Radio Sport FM. Meilleur joueur également à l'étranger, décerné par la FTF. Voilà. Il a dit que c'était un gros défi pour lui. Pour l'instant, le classement au niveau de la Liga, ce n'est pas ça. Donc, ils vont cravacher dur pour pouvoir remonter rapidement la pente. Peut-être que ça va passer par ce match, même si devant, c'est un gros adversaire qui s'appelle Séville. Roméo, mais pourquoi cette qualification de Séville de gros là? Ah oui, attention, on connaît bien Séville. Et puis, lundi en clôture de cette 4e journée, on aura Gérone contre Celta Vigo. Roméo, on aurait appris que du côté de la Liga, on pourrait voir un match du côté de Miami entre le Barça et Girona. Qu'en est-il exactement, Roméo? En tout cas, la Liga, la Ligue professionnelle de l'Espagne avait déjà émis l'idée de voir certains matchs délocalisés comme l'a fait dès l'entame de cette saison avec cette Super Coupe d'Espagne jouée donc au Maroc. Et là, le Barça également qui pense jouer à Miami. En tout cas, c'est une communication. Pour l'instant, rien n'est décidé. Justement. Ce sont des idées qu'on envoie par ici, par là. Peut-être que ça fera du bien aux joueurs, on ne sait pas trop. Il faut également la réaction des joueurs. Le bureau, l'équipe dirigeante du Barça a dit que il souhaiterait jouer donc à Miami. Bon, on verra bien si les joueurs aussi seront d'accord parce que avant tout, ce sont les joueurs qui ont également le dernier mot dans cette histoire-là. Absolument. On suivra également ce dossier de très très près du côté de la Liga espagnole qui n'a aujourd'hui qu'un seul ballon d'or. De l'autre côté. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et direction l'Allemagne, le pays où le football rime avec la bière. Et justement. Mais Loris n'est pas dans ce Loris n'est pas là-bas. Elle est belle celle-là. Avec le 3e chapitre du championnat d'Allemagne avec le Borussia Dortmund qui reçoit au Signal Iduna Park ce vendredi, déjà sous les coups de 18h30, l'Eintracht Francfort.
Demain samedi, le Bayern accueille le Bayer Leverkusen. Leipzig joue contre Hanovre. Fortuna Düsseldorf se mesure à Hoffenheim. Duel intéressant à suivre entre Wolfsburg et Hertha Berlin. Mayence joue contre Augsbourg. Et puis, Schalke 04 est au révélateur de Borussia Mönchengladbach. Et puis dimanche, on a 2 rencontres, Werder Bremen face à Nuremberg et puis Fribourg face à Stuttgart. On va s'intéresser à ce match entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort. Le Borussia qui a besoin de se relancer dans son championnat. Oui, le Borussia qui pourtant avait très bien débuté cette Bundesliga. Actuel 4e. Oui, en infligeant une claque à Leipzig avec sa nouvelle recrue, Axel Witsel. Mais par la suite, c'est aussi une course d'endurance, pas de vitesse. Donc, les Borussiens ont été ramenés sur terre. D'où la nécessité de se relever. Mais l'autre affiche sur laquelle je voudrais intervenir, c'est celle d'Hanovre, qui fait un début de saison tout simplement très 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 fort, parce que Hanovre a déjà joué contre le Borussia et va retrouver de Bebou et va retrouver maintenant Leipzig, 2 gros morceaux du championnat. Il faut être très très solide dans ce match. Ezekiel, le Bayern qui joue face au Bayer Leverkusen. Oui, le Bayern reste le Bayern. Et puis le Bayern, on sait que c'est une équipe qui sait surprendre. Actuel avant-dernier. Oui. C'est compliqué pour les Leverkusen. Après 2 journées. Il n'y a pas match. Ah oui, voilà. Ah, y a pas match. après 2 journées, on peut pas dire qu'il n'y a pas match, mais je pense que le Bayern reste le grand favori, le Bayern toujours en place, donc on s'attend forcément à une victoire des Bavarois, mais attention, c'est une équipe qui a démarré cette saison, je parle du Bayern, un début de championnat difficile compliqué, pour cette équipe. 0 points au compteur. 2 défaites après les 2 premières journées, mais c'est une équipe qui peut toujours se relever. Donc attention peut-être au complexe de supériorité du côté du Bayern. Mais on sait qu'en Bundesliga, le Bayern souvent ne fait pas de cadeaux et ce ne sera pas le premier de cette saison. Fifi disait tout à l'heure qu'il n'y aura pas match, mais figurez-vous que le stade sera plein de toutes les façons. Oui, pour voir ce match-là. À domicile, moi je ne vois pas le Bayern trébucher devant l'avant-dernier qui n'a même pas un point dans le championnat. Voilà. Mais bon, on verra bien, mais moi on va créer la surprise. C'est votre avis. Ah oui, Leverkusen a un supporter ici. Il s'agit de Romeo Yekietor. Et c'est ce qu'on peut dire concernant la Bundesliga. On file de l'autre côté. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et nous évoquons le Tutto Calcio avec la 4e journée avec des matchs assez intéressants les uns que les autres. On va s'intéresser d'abord au Napoli qui reçoit la Fiorentina. Oui, le Napoli qui reçoit la Fiorentina. Actuellement, on sait que le Napoli est 5e de ce championnat avec 6 points au compteur. Ce qui veut dire que le Napoli a déjà essuyé une défaite. Donc, il va falloir se relancer tout de suite si on veut être dans la course de la Juve qui a aligné 3 victoires en 3 sorties. Il y a type de championnat en Italie, un pour la Juve, un pour les autres. Finalement, c'est à ça qu'on assiste depuis plusieurs saisons maintenant. D'accord. La Juve qui a 9 points. Donc, le Napoli doit forcément se relancer, mais ce sera face à la Fiorentina. La Fio qui a également 6 points et qui compte dans ses rangs l'actuel meilleur buteur de ce championnat, Benassi, qui a 3 buts en 3 journées. Et du côté de la Fiorentina, on sait qu'avec la polémique des brassards uniformisés voulus par la Serie A, la Fiorentina a milité pour préserver le sien en hommage à Davide Astori. Voilà. Et on se rappelle également que lors de la saison dernière, la Viola avait puni le Napoli 3 buts à 0. Donc revanche dans l'air. C'est resté dans les mémoires. Voilà. La Juve, se mesure, on peut dire, à Sassuolo, le début de surprise de cette saison. Le surprenant deuxième de cette Serie A italienne, 7 points
pour Sassuolo, invaincu jusque-là. Oui. Sassuolo qui a la meilleure attaque de ce championnat après les 3 premières journées, 8 buts marqués. On se rappelle encore du 5-3 infligé au Genoa lors de la précédente journée. Oui. Donc Sassuolo face à la Juve, je l'ai dit tout à l'heure, la Juve est toujours invaincue, autant de victoires en autant de sorties. Donc la curiosité reste, c'est sûr, il va marquer. Il y a 3 victoires en 3 journées. Mais la grosse interrogation, à quand le premier but de Cristiano Ronaldo dans ce championnat, peut-être face à Sassuolo, on attendra de voir, même si la Juve part avec la faveur des pronostics. Est-ce que Cristiano va marquer? Il va marquer. Une idée sur les équipes milanaises? Oui, leur adversaire. Oui, l'Inter Milan qui joue demain samedi face à Parme. Oui. Et puis le Milan AC de son côté se déplace à Cagliari. On noterait également le match entre l'AS Rome et le Chievo Vérone. Et puis Empoli accueille la Lazio. On notera aussi le match entre Genoa et Bologne. Oui, ça va être intéressant. Bologna. Udinese qui reçoit Torino. Et puis lundi, clôture de la Serie A avec le match Spal Atalanta Bergame. Ah oui, on va suivre également tous ces matchs de très très près du côté de la Serie A italienne qui, depuis pratiquement 2, 3, 4 saisons est de plus en plus intéressante. Et cette fois-ci, direction le pays des champions du monde. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue 1 Conforama avec vous, Fifia Sobavi. La 5e journée, c'est ça, qui démarre ce soir. Ce soir, bien déjà sûr. 2 matchs prévus. Avec Nice-Rennes. Oui. Est-ce que Ben Arfa va jouer? Pour le moment, on ne sait pas encore. Mais... Quel retrouvaille. Ah oui, c'est très très bien pour lui. Avec son ancien club. Ah, justement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui reçoit Saint-Etienne. Saint-Etienne également, un match très attendu au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Et il semble que les Verts veulent jouer un sale coup aux Parisiens. Bien sûr, on a déjà vu Nîmes essayer de déranger le Paris Saint-Germain. Donc Saint-Etienne aussi aujourd'hui peut le faire au Parc des Princes. On verra bien, surtout que Tuchel n'a pas voulu prendre une décision par rapport au gardien. Oui, c'est clair qu'il dit qu'il n'a pas de numéro 1. Voilà. On sait qu'au début du championnat, c'était Buffon et Areola ensuite a pris la relève. Et Areola, fort de sa prestation avec les Bleus lors de la trêve internationale, on saura bien s'il va continuer par être titulaire pour le moment, puisqu'on sait également que Buffon ne jouera pas les 3 premiers matchs de la Ligue des Champions. Et moi, je me dis c'est sûrement pour ça qu'il est en train de faire plus confiance à Areola pour pouvoir débuter la Ligue des Champions. Un sacré duel entre Buffon et Areola. Oui, Tourelle a lâché un mot. Gigi is Gigi. Ah oui. ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Les autres matchs premiers pour samedi et dimanche. Et samedi, quand on reçoit Lyon, Amiens joue Lille à domicile, Dijon joue également Angers à domicile, Montpellier va recevoir Strasbourg et Toulouse joue Monaco. Oui, ça c'est un match très intéressant. Très intéressant parce que Toulouse, on sait que Toulouse a commencé le championnat difficilement. Avec 4 buts à Marseille. Merci beaucoup. Face à Marseille, 4 buts encaissés. Et puis par la suite, c'est 3 victoires d'affilée. 9 points pour Toulouse qui est actuellement 3e de la Ligue 1. Oui. Et sera face à Monaco, paradoxalement, qui a du mal vraiment à débuter son championnat. Seulement 4 points en 4 journées, 14e c'est compliqué, là. Au classement, et puis qui se déplace à Toulouse. Ce sera compliqué pour Monaco dans cette rencontre. D'accord. Et dimanche, il y a Nantes-Reims. Oui. Bordeaux, Nîmes, et puis en clôture, Marseille, Guingamp. Ouais. Je me demande pourquoi c'est ce match qui est en clôture. Parce que Guingamp a 0 point en compteur. De toutes les façons. Marseille est quand même 7e. Oui. Est quand même, est quand même 5e avec 7 points. Voilà. Et Guingamp 0 points, bon dernier du. Suffit, c'est le calendrier. Au début, on ne savait pas. Voilà. Mais ils sont pas en Europe. On aurait pu mettre Toulouse Monaco en clôture. Pourquoi pas? En arrière, Guingamp. En avant, Guingamp.
C'est ce qui sera dit concernant la Ligue Conforama et sans transition, le débat des spécialistes. Et nous parlons de ce débat, surtout cet article-là, ou bien ces traitements d'informations concernant Jean-Kévin Augustin et son club de Leipzig qui ont été devant la commission de discipline de la FIFA parce que le joueur parisien a refusé tout simplement de répondre à une convocation en sélection Espoir de France. Et Sylvain Ripoll, le sélectionneur, et le président de la 3F, Noël Le Graët, ont saisi la FIFA. Roméo, est-ce que vous comprenez la décision de la Fédération française de football d'assigner Jean-Kévin Augustin et son club devant la commission de discipline de la FIFA? C'est la réponse donnée par le joueur et le staff de Leipzig qui n'est pas recevable selon les propos donc de l'entraîneur de l'équipe Espoir de France. Oui. Le joueur dit qu'il a un petit souci physique, donc il ne peut pas répondre à cette convocation. Or, on a vu le joueur jouer avec Leipzig le lendemain. En amical. Donc, c'est ce qui on n'arrive pas à comprendre. Oui. Est-ce que le joueur est en train de dire non à la sélection? Parce qu'on sait que la France, même sans le joueur, il est déjà même assuré de pouvoir à se qualifier. Oui. Et donc on n'a pas forcément besoin de ce joueur, je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est un problème un peu ambigu. On n'arrive pas à cerner le nœud de ce problème. Exact. Et là, la 3F qui veut donc assigner le joueur et le club donc devant la commission de discipline de la FIFA, ils sont dans leur droit, parce que quand vous convoquez un joueur d'une sélection et que le joueur dit non, sous prétexte qu'il est souffrant, et le lendemain vous voyez ce joueur jouer avec son club, là c'est pas bien. L'équipe nationale est dans son droit de pouvoir porter l'affaire au niveau de la FIFA. Maintenant, quitte à Leipzig de pouvoir défendre son dossier. En tout cas, je crois que la raison évoquée n'est pas recevable. Oui. Ézéchiel, une question pour vous particulièrement. On a vu Noël Le Graët qui disait qu'il est inacceptable qu'un joueur aussi brillant qu'Augustin puisse refuser une convocation. Il dit, pour finir, ou alors c'est la fin des sélections des jeunes pour lui. Oui, c'est bon. N'est-il pas trop sévère? Oui, il est peut-être trop sévère, puisque bon, de toutes les façons, la décision finale revient à la 3F. Exact. À la 3F, mais je pense que tout est parti de la déclaration de Kévin Augustin lorsqu'il n'était pas en sélection. Il a dit le choix de ne pas rejoindre la sélection a été pris en concertation avec mon club sur la base de considérations liées à mon intégrité physique. Donc il a un souci de fatigue. Oui. Et selon ce qu'il a dit, ça veut dire que c'était en accord avec son club Leipzig. Oui. Voilà. Alors que selon un article de la FIFA, les joueurs ou les clubs plutôt ont obligation de mettre les joueurs à disposition de leur sélection. Donc là où la 3F veut porter plainte contre Leipzig. Maintenant, pas plus tard qu'hier, le club a fait une sortie. Exact. Comme quoi, c'était pas en accord avec Leipzig que Kévin Augustin a refusé de se présenter en sélection. Ça veut dire que le club est en train de lâcher le joueur. Là, ça devient compliqué pour Jean-Kévin Augustin. Et déjà, le lendemain, comme on l'a dit tout à l'heure, il a joué en amical avec Leipzig, mais il n'a joué que 45 minutes quand même. Mais derrière, le club a déclaré jouer 45 minutes en amical et jouer 90 minutes en sélection, c'est différent. Voilà. Ça veut dire que quelque part, le club est un peu complice de ce qui se passe. Mais c'est parce que le club ou la 3F veut assigner le club que le club est en train Leipzig est en train de lâcher actuellement Kévin Augustin. Donc là, on attendra de suivre cette affaire de très près. Oui, vous voulez réagir mais je crois que même au niveau de la FIFA, quand un joueur est convoqué en équipe nationale et qui ne peut pas venir parce qu'il est blessé, il doit quand même arriver et se faire consulter par les médecins de la sélection. Et c'est là où encore le bas blesse, parce que là, non seulement il parle de fatigue musculaire. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, et en principe devait arriver. Il n'a pas raison sur toute la ligne, devait arriver et se faire consulter par les médecins du club qui vont dire ok, c'est vrai, il ne peut pas jouer, alors il retourne dans son club. Si c'est comme ça se fait normalement. Il ne l'a pas fait et moi je me suis dit que est-ce que quelque part, parce qu'il paraîtrait qu'il y a
en 2017, il y a une altercation entre lui et Sylvain Ripoll. Oui, et le sélectionneur Espoir. Et est-ce que ce n'est pas partie de ça que le joueur ne veut plus en sélection U19 Espoir de la France, ou carrément il se dit qu'il n'a plus peut-être sa place dans cette sélection, qui devait en principe être avec l'équipe A, mais je crois qu'il doit calmer la situation, le joueur. Et il a essayé de le faire sur son compte Twitter, où il a dit on ne peut pas comprendre, rien ne peut... C'est-à-dire on ne peut pas refuser la sélection. On ne peut pas refuser la sélection, ça ne se refuse pas. L'équipe je vais poser une question, est-ce qu'un joueur est forcé à répondre à une convocation en sélection? Non. Est-il forcé? Non, pas forcé. Il n'est pas forcé, chacun fait son choix. C'est vrai qu'une sélection, c'est comme les joueurs le disent, c'est vraiment extraordinaire. C'est difficile d'y répondre, mais je ne suis pas forcé de répondre à une sélection. Maintenant, les conséquences derrière, je m'attends aussi à les assumer. D'accord. Mais je ne suis pas forcé. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi les deux parties se compliquent la vie. Parce que Fifi l'aura relevé. Ce n'est pas un problème musculaire ou un autre problème lié à son intégrité physique. Non, le joueur a un véritable problème avec la sélection. Déjà qu'il a eu une altercation avec le sélectionneur, il ne se sent plus à l'aise. D'où, pour moi, la nécessité pour lui d'expliquer les choses clairement. Je n'ai pas envie de venir... C'est une déclaration biaisée. Voilà, biaisée et à la fois hypocrite à mon avis. Parce que le lendemain, il joue, il se complique tout simplement la vie. La fédération, elle aussi, se complique la vie. C'est à la fédération de savoir que oui, la sélection, c'est une chose merveilleuse, mais un joueur n'est pas forcé d'arriver. S'il refuse... Il y a quand même un point d'interrogation. Oui, allez-y rapidement. Parce que pour la sélection, quand vous donnez votre accord à jouer pour un pays, vous êtes obligé d'être là. Moi, selon les informations, c'est que quand vous convoquez sans raison valable, vous devez être là. À moins que vous ayez des problèmes. Mais il a dit qu'il avait un souci physique. Justement, c'est dans ce cas quand vous avez... C'est justement pour ça que la 3F veut assigner le club et le joueur, parce qu'il a déclaré que c'est avec l'accord du club qui viendra pas en sélection. Et selon toujours le club Leipzig, l'article de l'obligation de mise en disponibilité des joueurs... les clubs sont obligés de mettre à disposition de la sélection. Maintenant, Leipzig dit que cet article ne concerne que les sélections A justement, et non les sélections Espoir. La 3F qui dit tout le contraire. Donc, il y a un véritable imbroglio. Je pense que ce sont les tests qui décideront finalement de... En même temps, on voit Cristiano, par exemple, qui dit qu'il veut se consacrer. C'est un accord avec... C'est un accord avec... Je sais. Ce dont je veux parler, c'est que pour moi, ce n'est pas possible qu'on dise qu'un joueur soit forcé de venir en sélection. Et après, derrière, lui mettre des sanctions. Voilà. Il n'est pas forcé, mais après, il subit les conséquences. On suivra quand même ce dossier brûlant entre Jean-Kévin Augustin, Leipzig et la Fédération française de football de très très près. Et on vous en donnera beaucoup plus les détails dans nos prochaines éditions de Plateau Foot Europe. On peut dire que c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. On va... Moi, je vais répondre à ma convocation cet après-midi. Une sélection de Sport FM, ça se refuse pas. Roméo, on a un match cet après-midi à 15h. Oui, contre les auditeurs, l'équipe d'Afars. Ça va être un match assez intéressant, même si je ne suis pas à 100% de capacité. De vos moyens. Même si c'est 2 minutes, je vais faire 2 minutes. Ah oui, Roméo, vous profitez pour saluer tous ceux qui nous écoutent depuis 17 ans déjà. Vous êtes nombreux, salut à tous, vous vous reconnaissez forcément. Et puis rendez-vous cet après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agonivet. Fifi, je serai dans l'attaque. Ah oui, justement. Donc voilà, je salue également tous ceux qui nous ont suivis. Je pense à Zarif, oui. Mon ami de tous les jours. Je pense à Youssif, le Mancunier. Oui. Je pense à Maman Togo, qui a l'habitude de nous suivre également. Exactement. Et je crois que c'est Sika. Je salue Sika. Et puis Léonce Bati aussi. Dagan, je vous salue. Ah d'accord, personnellement. Je vous salue. C'est vrai, voilà. Allez-y, Armel. Non, c'est bon. Dagan et puis...
Voilà. Ezekiel Ayataï. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Du côté de Didiolé, Elliot Mablé, Manou, Akwete, Bilas Macha, Maoussi Moncho, sans oublier mon très cher ami Rachid Alassani. Et Diesel FC. Oui, Diesel FC, surtout l'équipe de Mouzou FC n'est pas oubliée. Et l'invitation est donnée, le rendez-vous est pris au stade de la JCA cet après-midi à partir de 15h. Ezekiel Ayataï en attaque. Non, je suis indisponible depuis un long moment déjà, mais cet après-midi, je vais essayer de retoucher le ballon. Il va jouer 45 minutes. Nous saluons également El Hadj Ouro Gbele qui nous écoute fidèlement, Elinio, Emmanuel Damouti et Ben Ayassou au bureau et aux membres d'Afars, bien sûr, et puis tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Bonjour également à Dovi et Sam et à Ahmed. On se souhaite une belle journée. On se souhaite également un très beau week-end sportif. Ouais, beau week-end. Merci à Anas PM qui a assuré la mise en œuvre. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. Bonjour également à Foudou Sedou, oui, le grand argentier de la maison. Oui, restez sur Sport FM. L'anniversaire continue. Vous pouvez passer chez nous voir. À très bientôt. Ciao, ciao.